Bonjour Philippe Guigal, merci Bonjour de nous Marie. accueillir. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Alors nous sommes au château d'Ampuis, donc à Ampuis bien sûr. C'est le siège de notre maison, voilà. C'est aussi un lieu de vie et puis c'est un lieu d'histoire, de culture, de patrimoine. Vous êtes né en 1975 à Vienne, enfant unique il me semble. Enfant unique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée votre enfance justement Je pense avoir été un enfant assez calme et assez sage, voilà. Donc j'ai bien sûr été élevé à Ampuis, dans la maison familiale, qui n'est pas très loin d'ici, qui touche nos caves. Et j'ai souvenir d'une enfance où mes parents étaient très occupés, très investis, travaillaient beaucoup dans l'entreprise familiale. Donc j'ai eu le grand plaisir d'être en grande partie élevé par mes grands-parents. Donc Marcel de Zelle, ma grand-mère, et Étienne Guigal. Donc je passais énormément de temps au premier étage, chez mes grands-parents, pendant que mes parents travaillaient beaucoup. Vous avez vraiment eu un déclic ou pour vous c'était naturel et finalement ça allait de soi? Il n'y a pas un jour où je me suis réveillé en me disant tiens, je vais faire le métier de mon grand-père et de mon père. Donc j'ai toujours souhaité reprendre le flambeau en fait. C'est une voilà, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est une passion familiale. Donc moi je pense que, enfin je considère pas que je travaille, je considère pas que j'exerce un métier, je considère avoir une passion et de pouvoir l'exercer pleinement. Vous êtes aujourd'hui œnologue, donc j'imagine que vos études ont été quand même très importantes. J'ai un grand-père qui n'a jamais eu la chance d'aller à l'école, donc il n'a pas passé une minute sur les bancs de l'école. C'est un autodidacte au sens strict du terme. Voilà. Il y a un côté très mystérieux autour de mon grand-père qui faisait certainement moins de fautes d'orthographe que moi, qui comptait beaucoup plus vite que tout le monde. Et donc je pense que c'était, oui, quelque part, c'était assez génial, cette volonté de s'insérer dans la vie professionnelle et dans la vie sociale avec beaucoup de force. Il est tombé aveugle assez jeune, mon père n'avait que 17 ans, donc j'ai un papa qui n'a pas passé le baccalauréat, qui est donc aussi un autodidacte, il n'a aucun diplôme. Je pense qu'aujourd'hui c'est une fierté pour lui, peut-être qu'il vous le dira plus tard, mais voilà, en tout cas il a fait les choses avec beaucoup de force et beaucoup de conviction. Et donc moi j'ai été élevé dans une famille où mon grand-père et mon père m'ont toujours dit si toi tu as la chance de faire des études, eh bien tu en fais de belles études et longues et des études qui t'intéressent. Donc j'ai toujours suivi leurs conseils. Donc j'étais un petit peu en avance dans mes études, donc j'ai passé le bac assez tôt, à 16 ans. Après mon objectif était vraiment d'être œnologue. Ça c'est l'objectif que je m'étais fixé quand j'étais très jeune. Donc c'est vrai qu'après je suis parti à Lyon, le plus proche, pour faire de la biochimie, de la chimie organique. C'est le côté pas très rigolo de notre métier. Et puis après, le diplôme national d'œnologue à Dijon, voilà, que j'avais terminé très jeune. J'avais 21 ans quand j'étais œnologue. Et mon père me dit, écoute, tu es encore jeune, donc si ça te fait plaisir, tu peux continuer un petit peu. Et donc j'ai fait un MBA itinérant. J'ai visité 18 pays producteurs de vin dans le monde en 10 mois de temps. Et ça permet de faire un tour du monde de l'œnologie, de parler de gestion, de management, de marketing et de technique également. Aujourd'hui, la maison Guigal, c'est 3 générations. J'imagine que la 4e sera au rendez-vous, du coup? La 4e est là, déjà. Alors, je dis souvent avec un petit peu d'humour que mon épouse et moi avons failli à la tradition familiale, puisque mon père est fils unique. Je suis fils unique également, et nous avons fait 2 fils uniques. Donc, nous avons des jumeaux. Nous avons 2 garçons d'11 ans et demi maintenant. 11 ans et demi, c'est très tôt pour mettre de la pression sur les épaules, et je pense que ce n'est pas du tout approprié. En tout cas, on fait un métier qui est suffisamment passionnel pour me permettre de dire que je ne forcerai jamais mes enfants à faire ce métier. Par contre, si j'ai le bonheur qu'ils embrassent la même passion que leur grand-père, que leur arrière-grand-père ou la mienne, évidemment, je serai le plus heureux des hommes. Après, mon grand-père et mon père ont été très malins. Ils ont semé des petites graines comme ça lorsque j'étais très jeune. On ne s'en rend pas forcément compte. Et ça m'a certainement donné très envie de faire ce métier. Je m'inspire de leur exemple, donc c'est vrai que voilà, j'ai aussi planté une vigne lorsqu'ils sont nés. On passe du temps ensemble dans les vignes, dans les caves. À 11 ans et demi, ils sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions. Voilà. Et c'est peut-être là que la passion peut naître. Bien sûr. Puis c'est une complicité aussi qui se crée entre vous, père-fils. très importante. Le seigneur de Morignon, au XVIe siècle, avait séparé justement la côte blonde de la côte brune pour ses 2 filles. Dans le cadre de leur mariage. Est-ce que par exemple ça peut être quelque chose qui peut s'envisager pour vos jumeaux justement? C'est vrai que cette légende elle est importante parce qu'on est dans un vignoble qui est plus que 2 fois millénaire. Hein. Côte-Rôtie c'est 2400 ans d'histoire, presque 2500 ans. Et ce château que l'on voit ici a abrité la famille de Maugiron du XIIe au XVIIe siècle, donc ils l'ont gardé quand même pendant 5 siècles.
Et c'est de cette famille que part cette belle légende qui dit que le marquis de Maugiron aurait eu 2 filles, une fille blonde à qui il aurait donné en dot la moitié de son coteau, la côte blonde, une fille brune l'autre moitié. Ça, c'est la légende, c'est ce que les gens retiennent. Bon, il y a des éléments techniques qui font qu'aujourd'hui, on est capable de différencier techniquement la côte blonde et la côte brune. En ce qui concerne nos enfants, je dirais que bon, ils sont indirectement déjà associés aux décisions que l'on prend. Et c'est vrai que quand on part dans le sud de la vallée du Rhône, quand on part à Châteauneuf, à Tavel, en Lirac, on pense un petit peu à la suite. Et puis on fait juste en sorte qu'ils soient occupés plus tard. Et puis on verra. Bien sûr. On a lu dans un magazine que vous auriez déclaré à 30 ans ne boire que de l'eau. C'est vrai? Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, mais en fait, c'est un petit raccourci. Oui. Je m'explique. Une journée normale, c'est une journée où on va déguster entre 150 et 200 échantillons. C'est de la dégustation professionnelle, hein, donc on les met en bouche, on les recrache évidemment. Et la question qui avait dû être posée à l'époque, c'est et le soir, qu'est-ce que vous buvez? Et la réponse évidente, c'est de l'eau. Parce que quand on passe une journée complète à déguster du vin, comme vous pouvez l'imaginer, il y a une certaine saturation. Voilà. On parlait tout à l'heure de la côte blonde et la côte brune. Je vous propose qu'on aille découvrir ce magnifique décor pour la suite de l'interview. Avec grand plaisir, je vous suis. C'est donc ici que tout démarre? Il y a plein de gens qui me demandent, mais quand vos grands-pères a commencé, il y avait combien d'hectares? C'est très simple, il y avait 0. Donc mon grand-père a pu acquérir sa première vigne dans les années 60. Voilà. C'était une vigne qui fait 1 hectare. C'est celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Hein. Donc je suis en train de vous parler du Côte-Rôtie-la-Mouline. Très bien. Voilà, donc là on est au cœur de la Mouline, au cœur de la Côte Blonde. On a aujourd'hui à peu près 35 hectares de vignes à Côte-Rôtie, voilà, sur la partie septentrionale, c'est-à-dire Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage, Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. 75 hectares de vignes aujourd'hui, pardon. Un très beau vignoble à Châteauneuf-du-Pape, voilà, qui fait 77 hectares, le château de Nalis. Et puis beaucoup plus récemment, une belle propriété sur Tavel et Lirac, le château d'Aqueria, où là il y a 100 hectares. D'accord. Voilà, donc une grosse présence méridionale, mais notre ADN, notre cœur, nos origines dans le nord de la vallée du Rhône, bien sûr. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels cépages vous cultivez et quelles appellations, du coup, forcément, ça donne derrière? Dans le nord de la vallée du Rhône, le paysage est assez simple en termes de cépages. Il y a un cépage rouge unique, le cépage roi du nord de la vallée du Rhône, qui est la Syrah. Bien sûr. Voilà, donc quand on parle de rouge, on parle de Syrah. En termes de blanc, on a bien sûr Viognier. Alors Viognier qu'on retrouve en petite quantité à Côte-Rôtie, mais qui est bien sûr le cépage de l'appellation Condrieu. Voilà. Et puis la Marsanne et la Roussanne, que l'on va retrouver sur les appellations Hermitage, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage blanc également. Donc voilà, le nord de la vallée du Rhône, c'est la Syrah en rouge, à travers les vignobles de Côte-Rôtie, de l'Hermitage, de Saint-Joseph, de Crozes en ce qui nous concerne. Et puis sur les blancs, on a Condrieu, bien sûr, en plus sur le Viognier, le reste en Marsanne et Roussanne. Le sud de la vallée du Rhône est plus complexe en termes de cépages. Voilà, si on prend la simple appellation Châteauneuf-du-Pape, simple entre guillemets, 13 ou 18 selon les... Voilà, 13 ou 18. Les règles de chacun. La tradition Analyse, c'est de toujours travailler tous ces cépages méridionaux. Donc on a une très très belle mosaïque de cépages, on a aussi une belle mosaïque de terroirs. Donc l'idée c'est de croiser le paramètre terroir avec les cépages. Et on a comme ceci beaucoup de complexité, beaucoup de palettes et beaucoup de possibilités pour faire des grands vins d'assemblage. Pour moi, le Châteauneuf-du-Pape est un vin d'assemblage. Donc là, j'imagine qu'on est avec des grappes de Syrah, si je résume bien. Et il y a du Viognier. Il y a un petit peu de Viognier. Oui, au cœur de la Mouline, il y a 11% de Viognier, ce qui est quand même beaucoup. Tout à fait. Et justement, en quoi est-ce que vous pensez que vos vins vous ressemblent un petit peu? C'est difficile de répondre à cette question parce que forcément, on parle de soi. Et je pense que ça soit mon père ou moi, on est des gens, je dirais, on est facile à aborder. Voilà, on a beaucoup de bienveillance. Par contre, ce que l'on fait, on le fait avec énormément de force. Donc c'est un petit peu l'histoire de la poigne de fer dans le gant de velours. Et je pense qu'on fait des vins un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un côté très charmant. Hein, on est à Côte-Rôtie ou à Condrieu, ce sont des vins de grande expression, donc il y a beaucoup de subtilité, beaucoup d'élégance dans ces vins-là, mais ce sont aussi des vins de garde. Et pour garder les vins, il faut des tanins, il faut de la matière, il faut de la structure, de la profondeur, exactement. C'est peut-être ce qui nous caractérise, et en tout cas c'est ce qui caractérise nos vins. On sait que vous portez multiples casquettes avec brio, notamment vous êtes aujourd'hui donc propriétaire d'une très belle entreprise mondialement connue, mais vous êtes aussi vinificateur-éleveur et négociant-éleveur. Comment vous arrivez du coup à gérer ces trois rôles qui, je pense, sont complémentaires mais sont aussi un petit peu différents entre eux? Alors, nous, on ne les voit pas tellement différents que ça. Hein, c'est-à-dire qu'on a en effet plusieurs
plusieurs casquettes. On a un seul cerveau sous ces casquettes. Et donc, c'est le même esprit d'excellence qui va primer pour toutes ces activités. On est très à l'aise au niveau de l'histoire, puisque mon grand-père, lorsqu'il a fondé la maison en 1946, travaillait déjà ces activités. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. Moi, je n'ai pas une façon de penser lorsque je suis négociant et une autre façon de penser lorsque je suis propriétaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de monter à l'excellence sur toutes nos activités au sein de la maison. Quand je fais un assemblage de Côtes-du-Rhône, et le Côtes-du-Rhône, c'est important à la maison, c'est un vin que je définis souvent comme populaire, mais au sens noble du terme. Eh bien, je recherche le même souci de perfection et d'excellence que je pourrais avoir lorsque je vinifie une cuve de la Mouline, par exemple. Bien sûr. Et pour terminer sur ces vignes, justement, aujourd'hui, vous le savez, une des grandes tendances maintenant, ça reste quand même le bio. Oui. Voilà. Et il nous semble que vous aviez déclaré une fois à l'INSEC que vous n'étiez pas forcément favorable au biomarketing et que vous préféreriez que les gens boivent votre vin parce qu'il est bon et non parce qu'il est bio. Est-ce que vous pensez qu'on doit forcément opposer les deux critères? Surtout pas. Voilà. Ce qui me gêne aujourd'hui dans le biomarketing ou le greenwashing, c'est un petit peu la même chose, c'est l'argument commercial. Bien sûr. En fait, l'argument commercial, pour moi, il est nul. Alors pourquoi est-ce qu'il est nul? Parce que je suis peut-être utopiste, mais le bio, pour moi, c'est tellement une évidence que peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans... on ne dira plus que c'est bio? On ne dira plus que c'est bio parce que tout sera bio. Bien sûr. En tout cas, la viticulture va tout droit et avec force dans le bio. Aujourd'hui, un vignoble comme Châteauneuf-du-Pape, qui est le deuxième vignoble français communal en surface, il y a plus de 20% des surfaces qui sont en bio, donc ça va assez vite, on va dire. Le château de Nalis est en bio, on avance assez vite. Donc moi je crois beaucoup dans le bio, je crois beaucoup dans le travail qui est fait. Au long terme, sur les terres aussi peut-être. Oui, mais le travail, c'est-à-dire, il y a un moment, le bio c'est plus d'exigence, donc il faut y passer plus de temps, il y a plus de passages dans les vignes, etc. Donc je crois dans ce travail du bio. Une fois de plus, je me répète, je ne crois pas du tout dans la communication du bio. En tant que valeur, mais effectivement pas forcément une obligation de l'afficher. Moi, ça me gênerait beaucoup que les gens viennent me voir en me disant « je viens vous voir parce que je veux acheter des vins bio ». Non, je viens vous voir parce que je veux acheter des grands vins et puis nous, on se doit que ces grands vins soient bio. Mais en fait, aujourd'hui, on met les choses encore un petit peu à l'envers. C'est ça qui me gêne, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vin peut-être qui vous marque un peu plus que les autres? C'est une question simple et compliquée à la fois. Je dis souvent, c'est un petit peu comme lorsqu'on a plusieurs enfants. En choisir un plutôt qu'un autre, c'est pas très facile. C'est impossible. Alors c'est quasiment impossible. Après, pour rejoindre un petit peu ce qu'on a dit, le vin pour moi, il y a beaucoup de dimensions dans le vin. Il y a une dimension essentielle, c'est la dimension émotionnelle. Il y a des vins qui provoquent des émotions différentes chez les personnes en fonction de leur sensibilité. Moi, j'ai la chance d'être né dans une famille de vignerons. Et j'ai une chance énorme, c'est que lorsque je suis né, mon père a décidé de planter une vigne. Donc, il a physiquement planté la parcelle de la Landonne. C'est ça. Voilà. La Landonne a été plantée en janvier 1975. Moi, je suis né le 23 janvier 1975. Et donc, il y a ce côté très intime. Quand je vais dans la Landonne, je vois des pieds de vigne et je me dis... ils ont exactement mon âge, voilà. Alors, je ne vais pas dire que ce sont jusqu'à mes frères et sœurs, mais il y a beaucoup de proximité avec cette vigne-là. Donc, évidemment, quand je bois le vin de la Landonne, il y a une résonance particulière qui est plutôt d'ordre sentimental. Voilà. Donc, je réponds à la question. La Landonne est un cru particulier en ce qui me concerne. On s'est permis de commencer à poser quelques questions du coup à Philippe, mais on était curieux de savoir aussi quelle était votre vision des choses et votre ressenti. Quel regard aujourd'hui vous avez sur le type d'enfant qu'était Philippe? Il a été adorable tout le temps. Moi j'étais, je pense, toujours turc blanc d'ailleurs, je n'ai pas changé, mais j'étais trop actif, je faisais beaucoup de sottises, j'avais tous les défauts. Il doit m'en rester encore, je pense, j'espère. Et donc, Philippe, c'était un bonheur. Et mon épouse serait là et vous le dirait. L'adolescence, par exemple, c'est une période difficile, c'est bien connu. C'était merveilleux, voilà. Je pense qu'après, effectivement, il était aussi très avide de vouloir aussi partager des moments avec vous. La transmission était peut-être aussi importante. À ce moment-là, il avait l'envie
de continuer ce que vous avez commencé il avait l'envie. Là, je peux vous dire, il faut jamais imposer, c'est impossible, mais en faire trop pour que les enfants prennent la suite. Ça, je pense que travailler, c'est peut-être pas très agréable, je ne peux pas en parler parce que je n'ai jamais travaillé de ma vie. C'est une passion, une grande passion, et je suis l'homme le plus heureux du monde. Hein. Je le disais encore hier à l'université de Suse-la-Rousse, on a le plus beau métier du monde. Bien sûr. La vigne et le vin, mais il y a d'autres professions où les gens se pensent la même chose, et heureusement. Bien sûr. Mais comme ça, les choses sont merveilleuses. Et Philippe, on ne lui a rien dit, mais une anecdote, c'est qu'il était brillant. Il a fait des études très brillantes, je ne sais pas si vous le savez, mais... Très poussé, il nous a Moi, je expliqué, suis un petit besogneux. Autodidacte. Autodidacte. Mon seul titre qui me fasse plaisir, les décorations, tout ça. C'est pas ma tasse de thé du tout, mais avoir été premier autodidacte de France, ce sont les gens qui n'ont pas de chance. Et puis, il se trouve qu'on se trouve premier en France une année. Voilà. Et on est tous pareils. Alors c'est vraiment une famille où on est unis comme ça, parce qu'on a tous le même parcours. Et puis après, c'est la même modestie pour tout le monde. On se rappelle d'où on vient et où il faut rester. Mais si on est vigneron, alors là, c'est encore plus facile, parce qu'on a les pieds dans la terre et on reste des paysans. On reste des paysans. Voilà. Rester humble, toujours, c'est important. Ah oui, toujours. Ouais. Et on dit que le vin a souvent besoin de racines. Vous, comment vous expliquez qu'il y a eu une telle envolée en seulement 2 générations aujourd'hui de la maison Guigal, alors, vous tel savez, succès? Vous m'avez demandé de parler de mon fils. Oui. Je vous dis ce que je pensais, je n'ai pas fini de vous dire. C'est qu'il était, je sais pas, 5e, 4e, avec de l'avance, excellent. Il a eu un parcours au plus haut niveau, toujours exceptionnel, et en travaillant peu. Je ne saurais pas le dire, mais il a eu une faculté, une rapidité, tout ça, d'apprendre. Et donc, j'étais dans une institution, où moi j'étais d'ailleurs avant, où j'ai fait mes études. Et donc, fini que j'ai arrêté un avant, comme je vous l'ai dit. Et on a dit, est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire après? Il était le seul à dire, moi je vais faire le métier de mon père. Et pourquoi? C'est le plus beau métier du monde. On l'a vu, de toute façon, la famille, elle est très importante chez vous. C'est vraiment quelque chose de primordial. Est-ce que du coup, la réussite n'est pas aussi grâce à ce lien familial qui est très fort? Mon père était un génie du vin. Pour l'avoir fait une fois pour Vidal-Fleury, qui est venu, il est resté 22 ans. Il avait plein pouvoir. Monsieur Vidal restait 3 mois sans venir. Excellent vendeur. Il était toujours dans les palaces parisiens, sur la Côte d'Azur, un homme avec beaucoup de prestige, beaucoup d'aisance, aux journées de papillon, grande personnalité, mais ce n'est pas du tout une personne de la vigne, des métiers manuels. Hein. Voilà, donc il avertit 1 an avant son patron. J'ai fait des calculs son coup parce qu'il n'était pas là souvent. Et puis il lui dit, je vais vous quitter dans un an. Il dit, tu es chez toi ici, tu décides de tout, tu achètes tout, tu fais tout ce que tu veux. Et puis tu me demandes qu'est-ce qui peut te permettre de vouloir partir. Le salaire que tu veux, tout est parfait pour toi. Il dit, j'ai un fils, il a 1 an. Et puis ce qui me manque, c'est de voir Guigal sur l'étiquette. Voilà. Alors mon père était un génie du vin. Et ce qui est incroyable, c'est que moi qui ne suis pas œnologue, qui est en rouge, il a dit je vais continuer. Et ce qui est inimaginable, c'est que mon fils, qui est surdiplômé, des œnologues, on n'en a pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, on a des gens de très très haut niveau, on continue à travailler avec les mêmes principes que mon père. Pour les blancs, par contre, totalement différent. Totalement différent, d'accord. Et pour quelle raison il y a une différence? Parce que les blancs, les goûts ont changé. L'Hermitage blanc, c'était pendant 2 siècles le vin le plus cher du monde.
et on laissait vieillir 5 ans fût de chêne, alors que les gens, ils veulent la jeunesse, les choses très, très complexes. Floral, Pas madérisé, mais des vins avec beaucoup de présence, maintenant on veut des choses plus commerciales, plus fraîches. Et ça tombe bien parce que la planète se réchauffe en plus. Oui. Je l'ai changé moi, Oui. avec son accord. Je n'ai pas fait tout le chemin, le temps qu'il était là. Et on a fait tout le chemin après. Très bien. Merci beaucoup Marcel en tout cas. Avec grand plaisir. Donc vous êtes devenue Madame Guigal en 2008 il me semble. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré Philippe et ce qui vous a plu chez lui? Oui, alors c'est une rencontre qui est très amusante parce que donc moi j'ai la chance de venir d'une belle région qui est très au sud puisque je suis originaire de Corse et j'ai rencontré Philippe tout simplement parce que ses parents ont acheté une maison à côté de chez mes parents. Voilà, c'est quelque chose de très très simple et j'ai mes parents qui organisaient une petite fête et on avait des nouveaux voisins qu'on ne connaissait pas. On se dit on va les inviter, comme ça on va faire connaissance. Et dans cette histoire qui est assez classique, on va dire, où j'épouse mon voisin, l'histoire qui est très très drôle, en fait, c'est que Philippe était en Corse depuis 3 heures seulement, il venait juste d'arriver. Voilà. Donc je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont écrites, et en tout cas pour nous, ça s'est passé comme ça. Et d'ailleurs pour parler de Philippe aujourd'hui, quelle est selon vous sa plus grande qualité et son plus gros défaut? Alors ça, c'est les questions qui sont très très compliquées. Alors je pourrais esquiver un petit peu facilement et dire écoutez, ça fait 14 ans qu'on est mariés, j'ai pas trouvé encore son défaut. Voilà. Les qualités, il en a plein. Il en a plein au quotidien. Moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari et c'est vraiment une chance parce que je sais que ça peut être parfois difficile certainement pour d'autres, mais nous, on a cette même vision, on partage les mêmes valeurs. Et on a plein de projets, donc c'est une belle synergie, on a cette chance-là, on en est conscient et on en profite au quotidien. Alors après, les qualités, il en a beaucoup parce que c'est mon mari et que voilà, je vois cette force de travail, beaucoup de bienveillance aussi. Et il y a énormément de très belles qualités que je vois. J'essaie de trouver un défaut et le défaut que je vais trouver, et pour moi c'est pas un défaut, c'est son perfectionnisme. C'est quelque chose qui est évidemment, ça peut paraître parfois compliqué pour certains quand on est toujours à la recherche de bien faire, on veut toujours faire mieux, etc. Mais finalement, au quotidien, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, notamment pour nous et dans notre travail aussi, parce que finalement, on essaie de tendre vers l'excellence. Et finalement, l'excellence, c'est quoi? C'est toujours essayer de trouver le mieux, petite touche après petite touche. Et finalement, c'est ça, le perfectionnisme, essayer de faire mieux. Et c'est cette somme de petites choses qui sont plutôt pas mal, qui font qu'on arrive à tendre vers l'excellence. En tout cas, nous, c'est comme ça. Donc finalement, c'est un défaut, une qualité. Voilà. Nous, on le vit plutôt bien. On se ressemble beaucoup. Et du coup, vous travaillez avec Philippe, notamment, Oui. comme vous le disiez. Oui. Vous êtes en charge du marketing de la Maison Guigal. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre mission au quotidien? Alors ça, c'est une des questions les plus difficiles qu'on puisse me poser parce que quand on travaille en famille, parfois on fait beaucoup de choses et plein de choses différentes. Alors effectivement, je m'occupe du marketing et de la communication, mais de plein d'autres choses. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Et c'est simplement de pouvoir chaque jour faire de nouvelles choses. Voilà. Donc ça passe de la communication, le marketing, une grosse partie commerciale aussi, notamment sur le marché français. Je m'occupe beaucoup de nos clients sur le marché français. Et puis de plein de choses. Plein de choses, ça va être jusqu'à préparer les repas pendant les vendanges. Pendant les vendanges, on a entre 70 et 90 repas qui sont préparés par jour. Et on s'en occupe aussi et c'est chouette et c'est ce qui est riche en fait. Bien sûr, j'imagine. Et c'est pas trop dur de concilier vie professionnelle et vie familiale, puisque finalement vous êtes tout le temps ensemble, sur le château notamment, Oui, beaucoup. tout à fait. Donc, écoutez, non, c'est pas compliqué. Ça peut être même très facile. Je vous disais, pour nous, c'est pas vraiment un métier, c'est aussi une façon de vivre. Donc on a beaucoup d'instants familiaux justement qui sont très forts avec nos enfants. Alors c'est pas compliqué non plus parce que finalement
On est parents de jumeaux et quand on est parents de jumeaux, on apprend à faire plein de choses en même temps et à optimiser le temps aussi. Donc non, on a une vie qui est très timée, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses, on les fait avec beaucoup de force. Mais je pense qu'on aime ça aussi, voilà. On est toujours dans cette recherche de l'action, hein, finalement. On en parlait tout à l'heure avec Marcel. On a évoqué la 4e génération, donc vos jumeaux. Est-ce que vous commencez un petit peu à anticiper leur rôle prochainement au sein de la maison, de l'entreprise? Il n'y a pas d'anticipation. Mon mari a eu beaucoup de chance. Ça s'est fait d'une manière mais la plus naturelle possible. Il a découvert le métier parce qu'il était bercé dans cette atmosphère. Il a vu son grand-père et son papa travailler le vin et il a adoré ça. Tout de suite, il savait ce qu'il voulait faire. Nous, nos petits loulous, ils ont 11 ans et demi. Le but du jeu, c'est que ils trouvent leur voie. Alors évidemment, on a très envie qu'ils s'intéressent à tout ceci. On a des prémices. On sait que dès qu'on débouche une bouteille, tout de suite, ils viennent sentir le vin, regarder la couleur. Il y a des gestes qui sont déjà là et qui sont très drôles. Ils aiment aussi les vignes parce qu'ils se rendent compte déjà de ce patrimoine culturel, historique. On en parle beaucoup avec eux, on leur dit voilà, ça a été planté par les Romains, etc. Et ne serait-ce que cette perspective-là, les enfants, ça les fait beaucoup réfléchir et ça les sensibilise. Ensuite, la question, est-ce que nos fils seront obligés de faire du vin ou quoi que ce soit? Absolument pas, pas de pression. C'est un métier qu'on fait avec ses tripes. Et comme tout métier passion, si on ne le fait pas avec la passion, je pense que ça peut être très compliqué. Donc effectivement, laissons faire les choses, nous verrons bien. Oui. Et puis dans notre métier, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul métier. Et ça, c'est important de le retenir. Finalement, il y a beaucoup de facettes. On parle du vin, en parlant du vin, on voit cette bouteille de vin et le travail qui peut se cacher derrière en termes de vinification, etc. Mais la bouteille de vin, c'est pas que ça. Une bouteille de vin, comme je le disais, il y a de la culture derrière, il y a du patrimoine. Quand on parle de vin, on parle aussi de gastronomie. Donc, finalement, il y a des voies qui sont diverses et variées et qui peuvent simplement nous permettre au moins de partager les mêmes valeurs et d'avancer ensemble vers quelque chose de plutôt sympathique. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup Ève. Avec plaisir. Bonjour Jacques. Bonjour Marie. Merci de vous accueillir ici, donc au cœur des caves Guigal, dans l'espace de dégustation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle ici au quotidien? Alors moi j'ai la chance d'être œnologue et de travailler aux côtés de Philippe et son père toute l'année, que ce soit au niveau technique dans la viticulture, au niveau œnologique dans le travail des vins, de nos assemblages, et puis bien sûr ici dans cette cave où on va faire de nombreuses dégustations pour notre activité quotidienne. Justement, on sait que le vin il est forcément un petit peu tributaire des saisons. J'imagine que la cave elle a une organisation précise. Il y a plein de périodes un petit peu magiques qui s'accumulent les unes après les autres. Évidemment, on a tendance à penser d'abord au vendange, qui est vraiment le début, la naissance du millésime, où on va avoir vraiment le fourmillement de tous nos vignerons, tous nos apporteurs de vendange qui vont venir livrer leur récolte ici. Et nous, on va s'activer à transformer ces beaux raisins en espérant faire les plus grands vins possibles pour le millésime. Ça, c'est une phase intense au mois de septembre et octobre. Une fois que les fermentations sont terminées, on pourra mettre les vins en élevage. L'élevage, c'est une particularité importante pour notre travail, puisque c'est le moment où les vins vont vieillir. Ce vieillissement est particulièrement prolongé dans la maison Guigal, puisqu'on fait vieillir les vins rouges au moins 3 ans. Donc 3 ans jusqu'à 42 mois pour nos plus grands vins de côte-rôtie. Donc voilà, c'est une phase assez longue. Ça s'intercale avec des périodes de soutirage, des périodes d'assemblage, de mise en bouteille. Il y a plein d'épisodes et tout ça c'est rythmé par nos choix pris chaque jour au moment de nos dégustations, justement avec Philippe et son père, chaque jour. C'est à chaque fois différent du coup finalement. C'est ça, il y a plein de vins différents, il y a plein de millésimes qui vieillissent en même temps dans la cave. Donc il faut les écouter, recueillir leur qualité, voir à quel moment ils ont besoin de soins, parce que c'est vraiment les vins qui guident le travail de la maison. Et justement, vous parlez tout à l'heure de la côte-rôtie, donc de l'appellation. Quelles sont les appellations aujourd'hui qu'on retrouve au domaine? Alors nous, on est installé ici au pied du vignoble de Côte-Rôtie. Donc évidemment, on a une grande appétence pour cette belle appellation. On a aussi l'appellation voisine qui est Condrieu. Et on est bien entendu spécialiste plutôt de la vallée du Rhône Nord. Donc toute la vallée du Rhône Nord avec les autres appellations comme Hermitage, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, sur lesquels on est propriétaire et où aussi on a notre activité d'achat de vendange.
On intervient aussi sur la partie sud de la vallée du Rhône, les Côtes du Rhône et les appellations plus prestigieuses comme Châteauneuf-du-Pape, Gigondas et Tavel, où on est aussi propriétaire et intervenant aussi en tant qu'acheteur. Voilà. Donc on est, on va dire, spécialiste de la vallée du Rhône, c'est notre seule préoccupation. Et on décline après notre savoir-faire en fonction de ce que nous disent les vins, encore une fois, au moment de la dégustation. Et justement, là, on est très bien entouré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelques références qu'on a autour de nous? Bien sûr. Alors on peut commencer peut-être par les blancs, avec l'appellation Condrieu. L'appellation Condrieu qui est faite exclusivement avec le cépage Vionnier. Il est originaire de cette région, le Vionnier. Il aime bien la chaleur, la sécheresse un petit peu de ces coteaux de granit qui sont assez abrupts. Et on arrive à faire des vins qui sont extrêmement aromatiques, très tendres, qui apprécient aussi l'élevage et qu'on fait vieillir un petit peu moins longtemps, en général 1 année. Et donc on produit des vins qui sont toujours très aromatiques, très exubérants, avec beaucoup de fruits, le côté très fruits exotiques. C'est vraiment la caractéristique du Vionnier de Condrieu. Pour revenir sur les vins rouges, on aime beaucoup Côte-Rôtie, évidemment, où on est assez bien installé. On a de nombreuses propriétés en Côte-Rôtie. On va avoir une approche à la fois parcellaire, où on va isoler certaines parcelles qui sont nos plus grands vins. Je pense au Côte-Rôtie La Mouline sur la Côte Blonde, au Côte-Rôtie La Turque sur la Côte Brune, et évidemment la parcelle mythique de la Landonne. Et puis on a aussi de nombreuses parcelles voisines de ces crus qu'on va garder pour l'assemblage du Château d'Ampuis, qui est aussi le grand vin de la maison, produit sur des très belles parcelles dans la proximité immédiate de la Mouline, la Turque et la Landonne. Et enfin, toutes les autres parcelles qui seront assemblées pour notre Côte-Rôtie brune et blonde faisant forcément écho à la Côte Blonde au sud de Côte-Rôtie et à la Côte Brune au nord. Donc on a des différences de sol. Et évidemment, toutes les parcelles sont vinifiées séparément. Et au terme des 36 mois de vieillissement, on aime les rassembler pour faire un vin qui représente au mieux notre appellation. Donc Jacques, vous nous parliez effectivement des Côte-Rôties, qui est l'appellation la plus noble. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence avec le Crozes-Hermitage et le Saint-Joseph, qui sont aussi des appellations très connues? Alors on a la chance d'avoir justement cette palette assez large de toutes les appellations septentrionales. C'est vrai que basé à Ampuis, on parle beaucoup de Côte-Rôtie et Condrieu, mais on a également la chance d'être propriétaire en Saint-Joseph, Crozes-Hermitage et Hermitage, notamment depuis 2001 avec le rachat du domaine Jean-Louis Grippa. Ça nous a permis de faire des vins d'exception sur Saint-Joseph, sur des terroirs qui sont connus depuis longtemps. Je pense notamment au lieu-dit Saint-Joseph, qui est vraiment le berceau de l'appellation, qui a donné son nom à l'appellation. On isole aussi une autre parcelle mythique qui est la vigne des Hospices, qui est vraiment à Tournon-sur-Rhône, en face de la colline de l'Hermitage. Et donc forcément, ça fait écho à la grande colline de l'Hermitage, qui, elle, est vraiment l'appellation la plus impériale de la vallée du Rhône-Nord, avec ses vins assez majestueux, autant en blanc qu'en rouge. Donc on produit à la fois des Hermitages avec notre activité de négoce en achat de vin et de fûts et de raisins, mais aussi les Hermitages ex voto qui sont présents derrière vous, qui sont vraiment les plus grandes bouteilles de l'appellation produits uniquement avec notre propriété. Donc ça, c'est des vins qui sont, pour l'Hermitage blanc, produits à partir de Marsanne et de Roussanne. On a la chance d'avoir des très vieilles vignes qui ont plus de 80 ans, qui ont beaucoup de profondeur, et des Hermitages rouges qui sont toujours des vins d'assemblage, avec la richesse de l'Hermitage, qui a beaucoup de terroirs différents, qu'on aime beaucoup assembler au terme du vieillissement, qui est le même que celui qu'on pratique pour nos grands crus de Côte-Rôtie, de 42 mois uniquement en pièces neuves. Par an, je crois que votre production, c'est à peu près 8 millions de bouteilles. Du coup, j'imagine qu'effectivement, la cave est très grande. Vous avez une idée à peu près de sa superficie aujourd'hui? C'est une grande cave qui s'est construite au fur et à mesure du temps, et c'est vrai qu'on la présente souvent avec les millésimes des constructions. Alors c'est assez amusant. Aujourd'hui, on a presque 3 hectares de cave qui abritent à peu près 5000 pièces qui sont en vieillissement. Les pièces qui sont fabriquées à la tonnellerie du Château d'Ampuis, qui sont ici en vieillissement et qui vivent au moins 3 ans sur place, voire un petit peu plus, puisqu'on les conserve aussi pour des vieillissements de vin un petit peu plus prolongés. Voilà. Donc on a des grandes caves sur place. Écoutez, merci beaucoup Jacques, en tout cas pour cette première initiation aux caves, et au plaisir de pouvoir déguster avec vous de bonnes bouteilles. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Pour en revenir un petit peu sur la maison, tout le monde connaît, mais est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu quelques chiffres phares, notamment aussi en termes d'export aujourd'hui, ce que ça comprend? La maison Guigal, la première chose à dire, c'est que c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans l'excellence rhodanienne. Ça peut paraître évident, mais on a des confrères ou d'autres maisons qui ont fait un choix différent, d'aller dans d'autres régions françaises, d'aller dans d'autres pays. Nous sommes profondément rhodaniens. Donc, on est cantonné au grand vin de la vallée du Rhône exclusivement. Voilà. La maison Guigal, je dirais, toute appellation confondue aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 10 millions de bouteilles.
Voilà. La vallée du Rhône est aussi une grande région. Je pense que les gens connaissent mal la vallée du Rhône. Donc si on remplace la maison Guigal dans son contexte rhodanien, nous représentons environ 1,5% des vins produits dans la vallée du Rhône. C'est là qu'on réalise que c'est une grande et belle région, tout à fait. Le pourcent et demi sur lequel nous sommes spécialisés, ce sont les hauts de gamme. Donc c'est vrai qu'on a vocation à créer des vins, à offrir des vins de grande qualité sur toutes les appellations sur lesquelles nous travaillons. Nous avons un marché français qui n'a jamais été négligé. Stratégie d'entreprise, on a toujours souhaité donner priorité aux clients français, qui historiquement et encore aujourd'hui représentent 50% de notre activité. L'export, c'est beaucoup de facilité pour nous. On exporte aujourd'hui dans 147 pays. Donc on a un réseau de distribution international, voilà. Mais les Français ont une résonance toute particulière. C'est un public mature qui connaît les grands vins, qui est capable de reconnaître la qualité. Donc c'est vrai que ce marché français, on aime bien le travailler. Et notamment en termes d'export, justement, aujourd'hui, quels sont les plus gros territoires avec lesquels vous travaillez? Alors on a un marché historique qui est notre premier marché, ce sont les États-Unis. Voilà, on doit être la première marque du Rhône aux États-Unis en valeur depuis, je dirais, environ 45 ans. Hein. Donc on fait partie du paysage américain. Si vous voyagez aux États-Unis, vous verrez beaucoup de Guigal et de façon très, très suivie et régulière. Voilà. Après, on a des marchés qui ont changé profondément. Je pense au marché britannique, qui est un marché un petit peu compliqué pour nous par le passé, parce que c'était un marché essentiellement basé sur le prix. Or, nous ne vendons pas un prix, nous vendons une qualité. Donc, nous ne sommes pas les moins chers. Ça a le mérite d'être clair. Par contre, on se doit d'être les meilleurs. Et c'est vrai que ce marché britannique était un petit peu compliqué pour nous. Et puis, il y a eu le Brexit, et puis il y a eu le Covid, etc. Et bizarrement, le marché britannique a beaucoup progressé. Donc, c'est aujourd'hui notre deuxième marché à l'export. On a une autre caractéristique, on est très fort avec les monopoles d'État, puisque le vin dans certains pays est un monopole d'État. Donc, on ne travaille pas avec des importateurs ou avec des distributeurs. On travaille directement avec l'État ou la province. Et donc, nous sommes très forts dans ces pays que sont le Canada, où le vin est monopolistique, mais également la Suède, la Norvège, donc l'Europe du Nord, le Danemark, qui n'est pas monopolistique, mais on travaille beaucoup. Voilà. Et puis, on a un marché historique important également, qui est le Japon. Voilà, donc l'Asie, bien sûr. La Chine, pas encore pour les vins du Rhône. Je pense que c'est beaucoup plus bordelais et bourguignon pour l'instant. On est bien placé en Chine, mais disons que si on commence à comparer avec le Japon ou même la Corée du Sud, on est beaucoup plus présent. Et pour en revenir du coup à l'ampleur de votre distribution, aujourd'hui, en fait, finalement, on retrouve votre bouteille autant dans les grandes surfaces que chez le caviste, que sur les plus grandes tables étoilées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette stratégie, justement, d'être sur une distribution optimale ? La stratégie grande surface n'est pas voulue. Ça reste pour nous des marchés parallèles ou des marchés gris, donc elle n'est pas souhaitée par notre maison. Voilà. Nos partenaires historiques sont les cavistes et les restaurateurs. Ce sont aussi nos clients, je dirais non seulement traditionnels, mais spontanés, donc ceux vers qui nous allons, avec qui c'est le plus facile de communiquer. La clientèle particulière, il y a un clin d'œil particulier justement avec le caveau du château, etc. Mais je pense que voilà, il y a toujours de la place pour les grands vins. Et on essaie de travailler en harmonie avec tous les acteurs qualitatifs du marché. Est-ce que vous trouvez que les tendances changent continuellement ? Est-ce que le métier est différent, plus difficile, ou finalement tout autant complet, mais pas forcément plus difficile ? Alors, plus difficile peut-être, plus facile certainement pas. Voilà, les réseaux de distribution ont changé également. Bon, la communication va beaucoup plus vite, mais même la logistique a beaucoup changé, je dirais, ces 20 ou 30 dernières années. Voilà, le phénomène qui se développe le plus, bien évidemment, c'est la vente de vin sur Internet. Donc voilà, il y a des fois des facteurs croisés. Je pense à la crise du Covid où, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la consommation de vin n'a pas baissé. Bien au contraire, les gens ont plutôt consommé plus de vin pendant la crise. Mais ils étaient chez eux, ils commandaient sur Internet, donc un autre type de distribution, une logistique différente, etc. Donc tout ça est absolument passionnant à analyser, à étudier et puis à développer, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, justement, parlant de développement, est-ce que vous avez pour vocation de développer de nouvelles appellations, de racheter d'autres domaines Alors nous sommes toujours à l'affût sur les grands terroirs de la vallée du Rhône. Donc c'est vrai qu'on a cette vision haut de gamme de la vallée du Rhône. Et après, je dirais que c'est une question d'opportunité. Le dernier domaine qui a été repris, le château d'Acaria, on parle de très grand Tavel, de grand Lirac, et voilà, ce sont des terroirs d'exception sur lesquels
nous n'étions pas présents en ce qui concerne l'Irak. Tavel, au contraire, est une appellation historique pour la maison Guigal. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette opportunité avec la famille de Bastier de Bèze de prendre la suite de cette propriété mythique qui existe depuis 1595. Donc on a l'impression d'être un maillon, on va dire, dans cette chaîne des propriétaires d'Akeria. Après, des projets, il y en a toujours. Voilà, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que oui, on a plein d'idées pour le futur. Voilà, la seule chose, ça reste toujours du haut de gamme, ça reste toujours une vision très qualitative et je dirais des produits d'exception. On sait que vous êtes très occupé, vous avez un rythme intense, vous êtes forcément souvent en voyage pour promouvoir vos vins à l'étranger, mais vous êtes également souvent en conférence, en télédégustation ou tout simplement au domaine pour travailler avec vos équipes. Mais sinon, est-ce que vous avez une journée type, quelque chose à me donner comme exemple? Alors, il y a des voyages, en effet. Je fais partie de ces gens qui, hors période Covid, font 3-4 tours du monde par an, donc je voyage beaucoup. Après, il a fallu instaurer des règles. Sur ma carte de visite, il y a un mot très important, c'est le mot onologue. Donc, je tiens beaucoup à mon premier métier. Je dirige une entreprise aujourd'hui, mais le métier d'onologue est important pour moi. Donc, où que je me déplace dans le monde, et des fois ça peut être assez loin, jusqu'en Océanie, en Australie, etc., il y a une règle, jamais plus d'une semaine. Jamais plus une semaine en dehors du domaine. Parce qu'en une semaine, il se passe plein de choses au niveau technique. Les vins sont soutirés, il y a des préassemblages, etc. Et bien évidemment, j'ai pas du tout envie de renoncer à ce travail-là qui est mon cœur de métier. Voilà. Donc la journée type, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des activités dans les vignes toute l'année, des plantations, des restaurations de parcelles, des nouveaux murets, etc., etc. Et c'est vrai que ça se fait tôt le matin. Donc souvent, une journée type, ça va consister à aller dans les vignes tôt le matin. J'ai le plaisir de le faire avec mon père, voilà, qui est un lève-tôt et qui a encore beaucoup d'énergie et une belle force physique, je dirais, pour se rendre dans les coteaux escarpés de Côte-Rôtie et du nord de la vallée du Rhône. On passe du temps donc dans les vignes. Ensuite, en rentrant, on a déjà du retard. Donc quand on rentre, c'est au bureau et là, il faut, je dirais, pallier au plus pressé. Et puis, il y a un moment où tout s'arrête, c'est midi. Donc à midi, qu'est-ce que l'on fait? On va descendre dans les caves et là, on va faire notre travail de technicien. Donc on va beaucoup déguster. Voilà, on peut déguster une journée normale, c'est 50, 100, jusqu'à 150 échantillons. Donc c'est beaucoup de vins pris en bouche, analysés, dégustés, etc. On a une toute petite équipe pour faire ceci parce qu'il faut être très concentré. Et puis bien sûr, dans l'après-midi, on continue, je dirais, notre travail parfois un petit peu administratif, mais commercial, bien sûr. Il y a la réception des clients. Hein. On a des gens du monde entier qui viennent nous voir, c'est une grande chance. Donc il faut les accueillir dignement, voilà. Et puis, que vous dire, les journées sont longues. Voilà, mais c'est normal, c'est le quotidien de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui. Et votre papa, justement, me disait tout à l'heure que le vin a besoin de racines et que vous en manquiez, comparé à d'autres qui avaient des siècles d'histoire. Du coup, comment vous pouvez expliquer ce succès fulgurant, finalement, en seulement des générations? Mon grand-père, en 1946, lorsqu'il a fondé la maison Guigal, l'a fondée sur des bases très, très solides. Sur des bases qualitatives. Alors aujourd'hui, parler de qualité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est un mot qui a été fortement galvaudé. Il faut comprendre que dans les années 40, les success stories et les business models qui fonctionnent très très bien sont tous des systèmes volumiques. Donc le choix de mon grand-père de s'orienter exclusivement sur la qualité, c'est un choix qui est assez original et osé pour l'époque. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. On est des gens, nous sommes excessivement concentrés sur ce que l'on fait. Comme je le disais tout à l'heure, on ne se dissipe pas dans d'autres appellations, dans d'autres régions. On est très focus, je dirais, sur la vallée du Rhône et l'exception rhodanienne. Voilà. Et puis après, je dirais qu'en dehors de ça, il faut une petite dose de travail quand même. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures. Je dis souvent qu'on a compensé notre relative jeunesse par beaucoup de dynamisme. Mon grand-père était excessivement dynamique, mon père reste dynamique. Et puis je pense être dynamique également. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et puis on essaye d'avancer vite. Et notamment en ce qui concerne la famille, on a été interpellé par la devise, d'ailleurs que j'ai vue sur votre cadran solaire, sur votre château. Oui. Nul bien sans peine. Nul bien sans peine. Et effectivement, je crois que vous avez également indiqué que les clés de la réussite, c'était le travail et le travail. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même avec tout ça un petit peu de talent? Le talent, je ne sais pas, mais oui, comme je le disais tout à l'heure, rester excessivement concentré sur son travail. Je peux prendre une anecdote, ou en tout cas un exemple assez amusant.
On déguste quotidiennement donc à l'aveugle avec mon père. Tout ce que l'on déguste, on le déguste à l'aveugle. Si vous lui demandez aujourd'hui de faire un classement selon son goût de 10 vins, du meilleur au moins bon, il y a de très fortes probabilités que si je passe derrière et que je dois faire un classement, je fasse exactement le même. Et les gens vont dire c'est quand même extraordinaire, c'est fabuleux. En fait, ça n'a rien d'extraordinaire et de fabuleux. C'est juste que je déguste quotidiennement avec mon père depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc, mon palais est calqué sur le sien. Il n'a aucun problème à expliquer que le sien était déjà calqué sur celui de mon grand-père. Donc, aujourd'hui, un consommateur qui vient auprès de la Maison Guigal, il a cette garantie d'avoir un goût sûr et surtout une très belle continuité dans ce que l'on fait. On se disperse peu, on a un style maison. Hein. On prend le vin le plus simple de la maison, qui est le Côtes-du-Rhône. Voilà, j'ai des fois des gens qui m'appellent en me disant « je cherche un Côtes-du-Rhône fruité, léger et gouléant ». Eh bien, c'est pas nous. Fruité, léger, gouléant, c'est pas les caractéristiques du Côtes-du-Rhône Guigal. Nous, on fait un Côtes-du-Rhône un petit peu plus sérieux. Hein. Ça n'est pas un vin simple, c'est un vin qui a déjà pas mal de personnalité. Donc voilà, l'histoire familiale, pour moi, fonctionne très très bien avec la réussite commerciale. Parce que justement, quand c'est la famille, je dirais, qui est aux manettes et qui a un contrôle absolu sur la qualité des vins, pour moi, c'est un gage de grande qualité. Et on sait que vous êtes très attaché à la région, à Oui. votre région. Du coup, j'imagine que l'onotourisme, pour vous, c'est quelque chose de très important et qui va continuer à se développer. Oui, il y a dans l'onotourisme une notion qui nous importe peu à toute la famille, hein, que ça soit ma mère, mon père, mon épouse ou moi, c'est la notion de partage. Quand on fait de l'onotourisme, on veut partager quelque chose. Ça peut se faire à différents niveaux, mais c'est vrai qu'ici, on organise des visites de vignes, parce qu'aller dans les vignes, il y a beaucoup de vignobles où on ne prend pas le temps d'aller dans les vignes. Ici, des personnes qui vont dans les vignes, elles vont s'en rappeler toute leur vie. Ce sont des paysages merveilleux, mais voilà, il y a une pente, il y a une difficulté du travail qui marque beaucoup les esprits. Voilà. On donne accès également à nos caves. Donc, des gens qui veulent visiter les caves peuvent le faire à travers la structure du caveau du château. Et puis, bien évidemment, ce qui est le plus facile à partager, c'est la dégustation. Bien sûr. Donc, voilà, faire connaître, faire découvrir nos spécificités rhodaniennes et nos grands terroirs rhodaniens. Guigal, ça a aussi une petite valeur de mythe. Est-ce que pour vous, c'est une façon de aussi vous protéger, vous et votre famille, d'entretenir un petit peu un mystère autour de cette marque ou pas forcément? Moi, je dirais que tous les grands noms du vin éponyme aujourd'hui, on est dans la même situation. Hein. Il y a des gens qui ont plus ou moins de distance avec le quotidien de leurs entreprises. Je pense qu'on ne peut pas nous reprocher ceci. Hein. Nous sommes des gens d'action et nous sommes dans le quotidien. Donc c'est vrai que le mythe, je ne sais pas. En tout cas, la proximité avec le travail au quotidien, avec le produit, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ça n'a pas changé depuis mon grand-père et j'ai pas du tout l'intention que ça change non plus. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Philippe à nouveau pour votre accueil, votre temps tout au long de cette journée. C'était vraiment passionnant de vous découvrir, même si on n'est forcément pas pu tout savoir et tout découvrir. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir pour nous, vraiment un honneur et on espère avoir l'occasion de vous revoir très prochainement. Merci Marie, j'étais très content de vous accueillir et puis je vous souhaite beaucoup de succès avec la suite. Merci.